Le 6 février 2006, Bernanke était le patron de la Fed depuis moins d'une semaine. Les taux américains étaient à 4,5% et on sortait d'une série de plusieurs hausses consécutives parce que la Fed tentait de freiner une économie qui était en pleine explosion. Le crédit était facile, YouTube était tout jeune et on ne savait pas ce que le mot subprime voulait dire. Mais en cherchant bien, les premières fissures commençaient déjà à apparaître. Les hedge funds étaient hyper populaires, la Fed pensait avoir réussi à contrôler la situation et on devait se diriger vers un soft landing. Le smartphone n'existait pas, il arriverait dans 18 mois et moi, j'écrivais ma première chronique boursière. Oui, avant d'être sur la chaîne Swissquote en français, j'ai aussi eu une vie. J'ai écrit des chroniques boursières dans mon coin, je le fais toujours, via mail sur la Tribune de Genève, puis finalement sur investir.ch depuis plus de 10 ans. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent qu'en vidéo, mais j'ai aussi une vie par écrit depuis 20 ans aujourd'hui, et ça continue. Alors aujourd'hui, en plus du monde merveilleux de la finance, je voulais quand même prendre le temps de dire merci. Ça fait 65 mois que je suis avec vous sur cette chaîne, mais en vrai, ça fait 240 mois que j'écris des chroniques boursières. Bref, je voulais juste vous dire merci, et ça va prendre un tout petit peu de temps, j'en suis désolé. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 6 février 2006. Le 6 février 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Et ce matin, 6 février 2026, les taux sont à 3,5%, 3,75% à la Fed, la même Fed qui pense toujours gérer la situation. Les hedge funds sont moins populaires, le subprime n'existe plus, mais il a bien failli nous coûter cher. Très cher. Et nous sommes obsédés aujourd'hui par l'intelligence artificielle, bien que là, tout de suite, on est en plein doute. Et nous sommes aussi obsédés par les crypto-monnaies, et là aussi, on est en plein doute. Et moi, je me retrouve devant mon écran, 5000 chroniques plus tard, une montagne de versions audio, 20 000 pages écrites depuis 20 ans. J'ai perdu le sens du mot grasse matinée depuis bien des années, des milliers de réveils à 4 heures du matin, et là, vous le savez, depuis 5 ans et demi, j'ai rajouté près de 1400 versions vidéo du Morning Bull Live, pas loin de 12 millions de vues sur la chaîne Swissquote en français, un roman et pas mal de conférences. J'ai même des gens qui ont commencé à m'arrêter dans la rue pour prendre des selfies, c'est vous dire. Bref, je ne sais pas pourquoi, un matin je me suis levé et j'ai eu envie de raconter la finance autrement, qu'en étant chiant comme la pluie et sans utiliser des mots techniques pour faire croire que j'en savais plus que les autres, mais je l'ai fait et je me suis accroché. J'ai continué encore et encore. Je me suis levé tous les matins, même crevé, même en rentrant très tard de soirée, même une fois sans être rentré dormir. Une fois seulement, mais je suis revenu à chaque fois. Alors oui, j'en ai eu marre des fois, très marre. Des fois, je me suis dit que je pourrais retourner bosser dans une banque ou je pourrais partir ouvrir une maison d'hôte en Provence et parler d'autre chose tous les matins en me levant avec le soleil. Et puis, j'ai continué quand même. J'ai continué pas parce que je me sentais investi d'une mission divine, pas parce que j'avais rien d'autre à faire, mais surtout parce que j'avais l'impression que je devais le faire et que je vous le devais d'être là. J'ai même créé un avatar qui s'appelait Morning Bull à l'époque parce que une des banques où je travaillais encore, estimait que j'avais pas le niveau pour écrire ce que j'écris tous les matins, ni pour dire ce que je disais et ce que je dis tous les matins. Parce que tu comprends, t'es pas analyste. Et tant mieux si je suis pas analyste. On a même essayé de me censurer, on a essayé de me dire ce que je pouvais écrire, ou de me dire ce que j'avais le droit de dire, ou ce que je ne devais pas dire. On m'a interdit d'utiliser certains mots, des mots comme George W. Bush et débile dans la même phrase. On a essayé de m'expliquer comment je devais faire pour parler des marchés financiers, et on m'a dit que parler de finance comme je parle de finance, ça ne marchera jamais. J'ai continué quand même. J'ai insisté, même quand il n'y avait plus rien à dire, même quand les marchés étaient complètement cons, c'est-à-dire relativement souvent. On m'a dit que ce que je faisais, c'était facile. Il y a même un type, un jour, qui a décidé de me le prouver. Il a commencé à écrire des chroniques très mauvaises et il a tenu 2 semaines. Et moi, 20 ans. J'ai même dû écrire anonymement parce qu'on m'interdisait de le faire au bureau. On s'est fait passer pour moi, mais j'ai fait mon coming out. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me réveille et je me dis que je recommencerai encore et que je ferai la même chose encore et encore. Mais surtout, au milieu de tout ça, ce qui m'a fait avancer tous les jours, c'était de savoir qu'à l'autre bout de l'écran, en face de mon clavier, il y avait vous.
vous les lecteurs et maintenant les auditeurs ou les followers, comme on dit sur YouTube. Une communauté qui n'a jamais cessé de grandir autour de ses 20 ans. Là, aujourd'hui, on frise les 80 000 followers sur cette chaîne en partant de quasiment zéro. J'ai reçu des mails d'encouragement de tous les coins du monde, des messages, des remerciements, des gens qui m'arrêtent dans la rue et même de très jeunes qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé à écrire, qui me contactent pour me poser des questions et pire, me demander des conseils. En résumé, ça n'a jamais été simple et ça ne l'est toujours pas. Ça demande pas mal d'investissement personnel et beaucoup de temps. Énormément de temps. Mais en même temps, qu'est-ce que je m'éclate. Et puis aussi, en même temps, écrire tous les jours, tourner tous les jours, monter tous les jours, ça m'a permis d'éviter de passer du temps en psychanalyse, puisque ce que je fais tous les matins, soyons honnêtes, c'est une partie de ma thérapie. Et je ne saurais vous expliquer combien je suis heureux d'allumer mon écran tous les matins et de vous raconter ça tous les jours. Ça, la finance, ce monde merveilleux qui est parfois complètement con et qui n'apprend surtout pas de ses erreurs. Ce milieu terriblement excitant et passionnant qui me donne tellement de matière à raconter des histoires et qui m'a surtout permis d'apprendre énormément au fur et à mesure des années. J'ai la chance d'avoir eu et d'avoir encore cette tribune qui m'a été offerte au fur et à mesure des années et qui m'a permis de m'exprimer tout en apprenant. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas une science exacte, que les choses ont énormément évolué et ont diamétralement changé par rapport à ce que j'ai connu au tout début de ma carrière, où il fallait passer des ordres par téléphone, courir à la corbeille, se faire engueuler par un crieur. Les plus anciens sauront de quoi je parle et de qui je parle. À l'heure de rédiger ces lignes, il y a tellement de souvenirs qui se bousculent que je crois qu'on pourrait en faire un film, un bouquin ou même carrément une série sur Netflix. J'ai rencontré tellement de gens dans ce milieu durant ces 20 dernières années, et aussi celles d'avant, que je me rends compte que j'ai eu raison de tout sacrifier pour ça, pour écrire et pour vous raconter la finance encore et encore tous les matins. Bref, vous n'êtes pas venu pour ça ce matin, donc je vais quand même vous raconter brièvement ce qui s'est passé hier et dans quelle merde nous sommes ce matin parce qu'on est de nouveau en plein doute sur l'IA et que le Bitcoin ne vaut bientôt plus rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, Apple va sortir l'iPhone 18 et que vous pourrez continuer à me lire, m'écouter et me voir en vidéo pour pas mal d'années encore. Non, parce que j'ai bien l'intention d'être là pour les 20 prochaines années et je peux déjà vous l'annoncer, dans les prochaines semaines, il y aura enfin un site Morning Bull qui va sortir et il y aura plein de choses en plus à l'intérieur. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bientôt. En attendant, je voulais quand même vous dire un immense merci pour avoir été là toutes ces années. Il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui sont là que depuis la vidéo il y a 5 ans et demi en arrière, je le sais. Et merci aussi à ceux qui sont venus qu'une seule fois ou de temps en temps. Merci aussi à ceux qui m'ont dit que ça ne servait à rien de faire ce que je fais. Parce que n'importe qui peut le faire. Vraiment, merci. Parce que 20 ans plus tard, je suis toujours là et je suis tellement content de jamais les avoir écoutés. Bref, merci. Les mots me manquent pour exprimer combien je suis reconnaissant à vous tous et à tous ceux que j'ai croisés sur mon chemin de Morning Bull ou de chroniqueur boursier et maintenant de YouTuber, un métier qui n'existait pas vraiment il y a 20 ans. Putain, 20 ans. En tout cas, merci à tous. Sincèrement. Bon voilà, je me suis lâché, fallait le faire, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Hier, on ne s'est pas juste pris une baffe, on s'est pris une vraie claque sur les marchés. Et cette fois, pas de traitement de faveur pour l'IA ou les logiciels. Non, hier, c'était beaucoup plus large. Quand le Dow Jones lâchait 1,2%, que le S&P 500 reculait dans les mêmes proportions et que le Nasdaq, fidèle à lui-même, appuyait là où ça fait mal un peu plus, on comprend que l'ambiance a changé un tout petit peu. Tout est parti de cette déception autour d'Alphabet. Le plus ironique, c'est que le résultat était excellent. Mais dans le marché actuel, excellent, vous savez, ça suffit plus. Et si vous sortez pas un lapin de votre chapeau ou une dose massive de magie, eh bien, on rassure plus personne. Et le secteur techno était déjà nerveux. Alphabet a juste ouvert les vannes. Mais le vrai scud, le déclencheur, est venu du marché de l'emploi. Et le message est, comment dire, tout sauf réconfortant. 100 000 suppressions de postes annoncées en janvier. Du jamais vu pour un début d'année depuis 2009. Et on s'en souvient, 2009, c'était pas franchement la fête au village. Vous ajoutez à ça des demandes d'allocation chômage qui dépassent les attentes, et les investisseurs commencent à se dire que l'économie tousse vraiment pour de vrai. Et c'est quand même hyper drôle, parce qu'il y a une semaine, on applaudissait une économie plus solide que les Avengers et Hulk réunis, et là, d'un coup, pouf, la confiance fond comme un glaçon dans une fonderie. La réflexion est assez classique, presque pavlovienne. On liquide les actions, et on se rue sur les obligues. Le rendement de 10 ans, il est passé de 4,30 à 4,18 quasiment dans la nuit. Le mode planquez-vous est donc activé, et dans ce carnage, seules les valeurs défensives, la conso de base, respirent encore un peu. Pour combien de temps? Ça, personne ne le sait. Et puis alors, cerise technique sur le gâteau, le S&P 500 vient de passer sous sa moyenne mobile à 50 jours. Généralement, c'est là où on fait « buy the dip ».
pourvu que ça vienne. Pour les chartistes, c'est quand même ce genre de truc qui fait lever un sourcil un tout petit peu, mais le plus inquiétant, c'est pas la cassure, c'est ce qui vient potentiellement après. La nervosité est en train d'augmenter, si on peut dire ça comme ça, et ça, c'est toujours plus intéressant et dangereux que la chute elle-même. Le Nasdaq en est à sa 3e séance de baisse consécutive, l'addition 5% de perdu depuis mardi. On commence sérieusement à se demander s'il faut rester dans l'IA, et surtout où Nvidia et AMD, soudainement, c'est beaucoup moins sexy. Google, Microsoft, Meta, ils annoncent des capex, des investissements de malades mentaux. Hier soir, Amazon plongeait de 10% à l'annonce de ses résultats, mais surtout à cause de son plan d'investissement de 200 milliards dans l'IA. Chez Meta, on a validé le truc parce que ça crache du cash tout de suite. Chez Microsoft, chez Amazon ou chez Google, on stresse parce qu'on sait que ça rapportera, mais plus tard. Mais encore, hein, c'est même pas sûr. On est en plein doute. Nos certitudes de début d'année envolées, la solidité de l'emploi questionnée, et on n'a même pas encore les chiffres des non-farm payrolls qui devraient sortir normalement la semaine prochaine. D'habitude, sur une mauvaise nouvelle, avant on se disait « Ouais, c'est pas grave, la Fed va baisser des taux ». Mais là, étonnamment, l'argument, il tombe à plat, il tombe à l'eau. Tout le monde s'en fout. On regarde les milliards cramés dans les data centers, et on se pose une seule question, mais quand c'est que tout ce pognon, il va revenir à la maison? C'est donc tendu. Pas de méga catastrophe pour l'instant, mais disons qu'il faut quand même s'accrocher pour rester motivé ce matin. Si on veut vraiment comprendre ce qui cloche en ce moment, le plus simple, c'est de regarder la publication des chiffres d'Amazon. Hier soir, ils sont arrivés après la clôture, alors les ventes dépassent les attentes, AWS, donc le cloud, tourne à plein régime, bref, sur le papier, c'est juste du solide, encore une fois. Mais le marché, lui, il achète plus trop ce genre d'histoire. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce fameux chiffre qui fait peur à tout le monde, 200 milliards d'investissements, 200 milliards de capex, c'est le montant prévu pour 2026. Et là, tout Wall Street est en train de se poser la question qui fâche. Ok, mais pour les profits, on les voit quand exactement? Chez Amazon, le bénéfice par action est ressorti un poil sous les attentes, rien de dramatique, mais c'est l'étincelle qu'il fallait pour faire péter la poudrière. Et en ce moment, le marché vend d'abord et il réfléchit, peut-être il réfléchit après. La guidance est donc correcte, mais il n'y a pas d'effet. Waouh! Pas de quoi calmer la trouille face à ces investissements qui sont, ne nous le cachons pas, monstrueux. Le message du patron d'Amazon était clair. Hein. Amazon investit à fond, IA, puces, maison, robotique, cloud. Ils veulent tout le futur. En gros, ils veulent faire du Elon Musk. Dépenser des fortunes aujourd'hui pour dominer le monde demain. Théoriquement, c'est brillant. Mais les investisseurs, eux, ils ont une montre et pas un calendrier sur 10 ans. Ils veulent savoir combien ça rapporte et si possible, tout de suite quand même. En plus, Amazon continue de tailler dans les effectifs par dizaines de milliers pour gagner en efficacité. Ça aide pas le moral des troupes, ni celui des économistes. En une seule conf call, Amazon a cristallisé toutes les peurs du moment. Et si vous pensiez trouver refuge ailleurs, oubliez, parce que ce matin, c'est le bain de sang sur le Bitcoin. Bon, comme hier et comme avant-hier d'ailleurs. On est autour des 66 000 là maintenant tout de suite, et encore, hein, c'est un rebond. À 1h24 cette nuit, on a touché les 60 000 $. Alors si vous avez acheté au point bas de la nuit, bravo, belle journée, vous pouvez rentrer à la maison. Si vous êtes entré au lancement des ETF, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a un truc super intéressant à propos des ETF et au vu des mouvements sur le Bitcoin. Il faut quand même savoir et pas oublier que les ETF respectent les heures de trading de New York. En gros, si vous avez un ETF sur les bras et que le Bitcoin se pète la gueule pendant que les marchés sont fermés, eh ben vous pouvez même pas vous couper. C'est marrant, non ? Ouais, non, c'est pas très marrant, mais il faut y penser quand même. Aujourd'hui, la presse va vous dire que c'est la contagion de la tech, le Nasdaq se pète la figure, l'IA se fait massacrer, et la crypto suit comme un seul homme. On est en mode risk-off total, l'Ether à la ramasse et tout le reste avec. Le fond du problème est simple aujourd'hui. Le moteur de l'année dernière, l'enthousiasme délirant pour l'intelligence artificielle commence à caler. Et quand la locomotive ralentit, eh bien, ce sont les wagons les plus spéculatifs qui déraillent en premier. Le Bitcoin, malgré tout le storytelling sur la réserve de valeur, reste traité comme un actif à haut risque. On rappelle quand même qu'on a perdu près de 50% par rapport au sommet historique de 2025. Historiquement, en crypto, dans les cycles baissiers, ça peut descendre bien plus bas et certains parlent déjà de 40 000 comme target. C'est pas une prédiction, c'est un rappel de la violence des cycles. Pendant que l'or ressort son costume de valeur refuge, les cryptos ne trouvent aucun plancher. Le message est limpide. Quand la peur monte, on revient aux fondamentaux et pas aux narratifs. Donc pour l'instant, il faut surveiller les 60 000 $. Et pour ceux qui espèrent un parachute du gouvernement, le Trésor américain a été très clair. Personne ne viendra sauver le Bitcoin. Et pour couronner le tout, vous le savez, Michael Burry a remis une pièce dans le bastringue en expliquant que rien ne garantit l'arrêt de la chute. Venant de lui, c'est exactement ce qu'il fallait pour transformer le stress en début de panique. En conclusion, on a
peur, on a les jetons. On va pas encore hurler à la panique, mais ça fait 3 jours que ça glisse et contrairement à l'habitude, personne ne semble pressé de venir buy the dip. Les acheteurs ont rangé le carnet de chèques pour l'instant. Ce qu'il faut retenir des publications actuelles, c'est que le marché est devenu littéralement impitoyable. Rien n'est pardonné. Hier soir, Estée Lauder a raté son trimestre, 20% dans la tête. Roblox, à l'inverse, a fait du bien, plus 10%. Et puis il y a Snap, des bons chiffres il y a 24 heures, mais massacré dans la foulée de 13%. Allez comprendre, le narratif change plus vite que la lumière. Regardez aussi Oracle, 8e séance de baisse consécutive, moins 25% en 8 jours, sa pire performance depuis 20 ans. Et depuis le top de septembre, le titre a perdu 61%. Rappelez-vous en septembre, quand on voyait Larry Ellison qui avait dépassé Elon Musk en termes de richesse. Mais la PAM ce matin revient honnêtement à stratégie, une claque monumentale hier because Bitcoin, 17% dans l'os. Le principe du « on ne vend jamais ses bitcoins » se fracasse contre la réalité d'une perte trimestrielle de 12 milliards. Avec 700 000 bitcoins achetés au-dessus du prix actuel, la valeur des avoirs est passée sous la capitalisation boursière de la boîte. On est sous un multiple de 1. Le marché valorise l'entreprise moins que ses propres actifs. C'est la zone de danger que redoutait le management car ça pourrait mener à des ventes forcées. Le discours officiel reste néanmoins vision long terme, on ne vend pas les bitcoins. Mais le marché, lui, il est en train de tester la résistance de Michael Saylor en temps réel. Et honnêtement, on n'a pas besoin qu'il lâche maintenant. Enfin, un mot sur les banques centrales. La BCE, hier, a gardé ses taux à 2% pour la 5e fois. On attend une année 2006 très calme, sauf si le monde s'écroule en dehors de l'Europe. Même combat au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre maintient un 3,75, mais le vote était serré. On sent que la détente n'est plus très loin, surtout parce qu'on a l'impression que l'inflation va se calmer. Pour finir la semaine, gardez quand même un œil sur la production industrielle en Allemagne. Normalement, on s'en fout, mais on sait jamais. La confiance du consommateur à l'Université du Michigan cet après-midi, c'est le plus gros chiffre bullshit de l'histoire, mais des fois, on se concentre dessus. Et puis, côté résultat, le plus gros est passé. Nvidia ne parlera qu'à la fin du mois. On a le temps de voir venir. Aujourd'hui, on surveillera, pour ceux qui ont envie, Toyota, Philip Morris et la SocGen. Et les prochains jours pourraient être intéressants. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et on se voit ce week-end pour le Swiss Bliss. Et puis encore une fois, merci d'être là. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.